Il s'agit de deux extraits du livre Ma vie, ma pensée, qui date de 1931. 1931. L'envie de m'occuper de cette question me vint pour la première fois à Berlin, pendant l'été de 1899, dans la maison d'Ernst Curtius, un soir qu'Hermann Grimm et d'autres parlaient d'une séance à l'Académie dont ils revenaient. L'un d'eux, je ne sais plus lequel, dit soudain « Et quoi? Nous ne sommes tous que des épigones. » Ce jugement me frappa comme la foudre, car il exprimait ce que je ressentais moi-même. Dès mes premières années à l'université, j'avais commencé à douter de l'idée que l'humanité s'orientait irrésistiblement vers le progrès. J'avais l'impression que la flamme de l'idéal brûlait plus faiblement, sans qu'on le remarquât ou s'en souciât. Que de fois, j'avais constaté que l'opinion, loin de blâmer l'expression publique de thèses barbares, les acceptait au contraire, et jugeait opportune la conduite inhumaine des États et des peuples. Déjà, le zèle pour ce qu'il est juste et équitable de faire me semblait tiède, et je reconnaissais, à de nombreux symptômes, une singulière lassitude intellectuelle et spirituelle chez cette génération si fière de ses travaux. Il me semblait lui entendre dire que les espoirs entretenus jusque-là sur l'avenir de l'humanité avaient été placés trop haut et qu'il faudrait bien se borner à ne poursuivre que l'accessible. Le mot d'ordre de Realpolitik, appliqué à tous les domaines, signifiait l'approbation d'un nationalisme à courte vue et le pacte avec des puissances et des tendances qui avaient été combattues jusque-là comme ennemis du progrès. Un des signes les plus visibles de la décadence me semblait être le retour de la superstition jusque dans les milieux sociaux cultivés. Sa vie durant, l'homme d'aujourd'hui est exposé à des influences qui cherchent à lui ôter toute confiance en sa propre pensée. La suggestion de dépendance spirituelle à laquelle il doit se soumettre se manifeste dans tout ce qu'il entend dire ou lit. Il la trouve chez les gens qu'il rencontre, dans les partis ou dans les associations qui l'ont annexé. Des manières les plus diverses, on fait pression sur lui afin qu'il reçoive les vérités dont il a besoin pour vivre des associations qui ont des droits sur lui. L'esprit de notre temps ne laisse pas l'individu faire un retour sur lui-même. Sans cesse, on s'efforce de lui imposer des convictions. Comme dans les grandes villes, on fait flamboyer les enseignes lumineuses d'une compagnie assez riche pour s'installer solidement et pour nous enjoindre à chaque pas de donner la préférence à tel cirage ou à tel potage en poudre. L'esprit de notre temps contraint donc l'homme à douter de sa propre pensée afin de l'amener à recevoir ces vérités du dehors. Or, l'homme ne peut pas opposer la résistance nécessaire à ces influences continuelles parce qu'il est lui-même un être surmené, incapable de rassembler ses idées et de méditer. En outre, l'absence de liberté matérielle, qui est sa condition, agit sur lui de telle sorte qu'à la fin, il ne se croit même plus justifié à revendiquer des idées personnelles. Sa confiance en soi est écrasée aussi par le prodigieux développement de la connaissance. Il n'est plus capable de comprendre ni d'assimiler les nouvelles découvertes. Force lui est de les accepter comme quelque chose d'incompris. Cette attitude à l'égard de la vérité scientifique le porte à admettre que le résultat de sa pensée ne peut lui suffire. C'est ainsi que les circonstances de la vie actuelle font de leur mieux pour livrer l'homme à l'esprit du temps, et en particulier au nationalisme.